Ma mère a envoyé un message dans le groupe WhatsApp de la famille, pour inviter tout le monde au dîner de la fête des mères, sauf moi. Elle a écrit, « Tous mes enfants ont réussi, sauf toi. Tu as choisi d'être une simple enseignante, et je ne te considère plus comme ma fille. » Je ne l'ai pas affrontée, je me suis simplement éloigné, calmement. Quelques années plus tard, je m'appelle Ingrid Fairbank-Webb, et j'ai 34 ans. Il y a 4 ans, la veille de la fête des mères, j'ai découvert que j'avais été effacé de ma propre famille, retiré de notre groupe WhatsApp comme une étrangère, comme quelqu'un qui n'avait jamais existé. Le message de ma mère à mes frères et sœurs était limpide, « Tous mes enfants ont réussi, sauf Ingrid. Elle a choisi d'être une simple enseignante. Je ne la considère plus comme ma fille. » Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas appelée en pleurant. J'ai simplement disparu, de la manière dont elle le souhaitait. Ce que ma mère ne savait pas, c'est que 4 ans plus tard, je me tiendrais sur une scène, devant 500 personnes, avec le gouverneur de Virginie me serrant la main, tandis qu'elle serait assise dans le public, non invitée, attendant un moment sous les projecteurs qui ne viendraient jamais. Ce fut la nuit où j'ai réalisé que j'avais perdu la famille que je pensais avoir, et où j'ai commencé à construire celle que je méritais vraiment. En grandissant, la famille Fairbank était ce que les gens de notre banlieue de Virginie appelaient une famille modèle. Ma mère, Margaret Fairbank, a pris sa retraite de son poste de directrice de banque régionale à 55 ans. Non pas parce qu'elle avait besoin de repos, mais parce qu'elle avait enfin obtenu son siège au Westbrook Country Club. L'adhésion seule coûtait plus cher que mon salaire annuel. Elle portait ses carrés Hermès comme une armure, toujours drapée avec précision sur ses épaules, toujours dans des tons feutrés qui murmuraient la richesse ancestrale, même si notre fortune datait à peine d'une génération. Ma sœur Victoria était le joyau de la couronne. À 38 ans, elle était chirurgienne esthétique à Richmond, avec une clientèle comprenant des présentateurs de journaux télévisés locaux, et des épouses de politiciens. Elle publiait des photos de sa Rolex date juste, posée négligemment sur les tables de restaurants, ses ongles parfaitement manucurés enroulés autour de flûtes de champagne lors de galas de charité. Elle nous tenait au courant de ses dernières interventions subtiles, comme si nous ne pouvions pas voir la peau se tendre autour de ses yeux, ou ses lèvres qui semblaient plus pleines chaque année. Puis il y avait Bradley, 40 ans, avocat d'affaires à Washington D.C. Il conduisait un Mercedes classe G, qu'il s'assurait de garer à l'endroit le plus visible, lors de chaque réunion de famille. Il avait une femme nommée Caroline, qui collectionnait les sacs à main de créateurs comme d'autres collectionnent les timbres, de manière méthodique, obsessionnelle, toujours à la recherche de la prochaine édition limitée. Et puis il y avait moi, Ingrid, la plus jeune, celle qui ne s'intégrait pas tout à fait dans le portefeuille familial. J'étais enseignante en CM1 à l'école primaire de Maple Creek, une petite école nichée dans les terres agricoles vallonnées, à environ 150 km de la demeure coloniale immaculée de ma mère. Ma Honda Civic avait 12 ans. Mon appartement aurait pu tenir dans le dressing de Victoria. Mais voici ce que personne ne mentionnait jamais, lors de ses brunchs au country club, ma mère avait 2 enfants qui avaient réussi, un médecin et un avocat. Pas 3. Jamais. Je n'avais pas choisi l'enseignement par dépit. À la fin du lycée, j'avais une moyenne d'excellence et une offre de bourse complète pour faire médecine à l'UVA, la même voie que Victoria avait empruntée 10 ans plus tôt. Ma mère avait déjà commandé l'autocollant au futur docteur pour sa voiture. Elle l'avait dit à toutes ses amies du club. Le récit était tracé. Mais j'avais passé cet été-là, comme bénévole, dans un camp d'alphabétisation pour enfants défavorisés. Il y avait ce garçon, Marcus Junior, 8 ans, qui ne savait pas lire au-delà du niveau CP, et à qui on avait dit toute sa vie qu'il était lent. En août, il dévorait des romans pour enfants. Le jour où il a fini Le Petit Monde de Charlotte tout seul, il m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient craquer. Ce fut le moment où j'ai su. J'ai appelé ma mère ce soir-là, pour lui dire que je refusais la bourse de médecine. J'allais étudier l'éducation à la place. Je voulais enseigner au primaire. Le silence à l'autre bout du fil a duré 17 secondes. J'ai compté. Tu gâches ta vie, a-t-elle fini par dire. Pourquoi? Un salaire de fonctionnaire et des enfants ingrats. Elle n'est pas venue à ma remise de diplôme. Elle a dit qu'elle avait un empêchement, une réception dans un jardin au club ce même week-end. Victoria a envoyé une carte avec un chèque de $50, et une note qui disait « Bonne chance avec ta petite carrière ». J'ai encaissé le chèque, j'avais besoin de faire des courses.
Mais je n'ai jamais oublié le message caché derrière ces mots, tu as fait le mauvais choix, tu as choisi moins que nous, et nous ne te laisserons jamais l'oublier. Je n'avais pas choisi d'être pauvre, j'avais choisi le sens. Pour ma mère, ces deux choses étaient exactement les mêmes. L'exclusion ne s'est pas faite d'un coup. Elle s'est glissée lentement, comme de la moisissure dans les coins d'une pièce que personne ne prend la peine de nettoyer. Thanksgiving 2019, je suis arrivé chez ma mère avec un gratin de patates douces maison. Sa recette préférée, celle que grand-mère Ruth faisait. Quand je suis entré dans la salle à manger, j'ai trouvé mon marque-place à la petite table pliante dans le coin, celle installée pour les beaux enfants de Victoria et le neveu en bas âge de Bradley. Oh, chérie, nous avons manqué de place à la table principale, a dit ma mère en ajustant ses boucles d'oreilles en perles. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Tu es si doué avec les enfants. J'avais 30 ans. Noël cette année-là fut pire. J'avais passé 3 semaines à tricoter à ma mère une écharpe en cachemire, dans sa nuance préférée de gris perle. Quand elle l'a ouverte, elle l'a tenue, a souri froidement et a dit, comme c'est artisanal. Puis elle s'est tournée vers Victoria, qui lui avait offert une pochette Chanel, et a passé les 20 minutes suivantes à s'extasier sur les coutures, la ferrure et le savoir-faire. Mon écharpe a fini dans le placard à manteau. Je l'ai retrouvée là 2 mois plus tard, encore dans son papier de soie. Mais le coup de grâce est arrivé pour son anniversaire, début 2020. J'ai appelé pour demander l'heure du dîner. Oh, Ingrid, a-t-elle dit, sa voix suintant un regret calculé. Le restaurant n'avait que 6 places disponibles. Ton père, Bradley et Caroline, Victoria et son cavalier. Tu comprends, n'est-ce pas? La famille passe en premier. 6 places. Et d'une certaine manière, je n'étais pas assez famille pour en occuper une. Pourtant, tout cela à la table pliante, l'écharpe oubliée, le restaurant trop petit, rien de tout cela ne m'avait préparé à la suite. La seule personne de ma famille qui me traitait encore comme si j'existais était ma cousine Rachel. Elle avait 24 ans à l'époque, c'était la fille de ma tante Patricia. Rachel était le genre de personne qui remarquait quand vous souffriez, même quand vous essayiez de le cacher. La veille de la fête des mères 2020, mon téléphone a sonné à 23h47. Le nom de Rachel s'est affiché. Quand j'ai répondu, sa voix tremblait. Ingrid, je dois te dire quelque chose. Je ne savais pas si je devais le faire, mais tu mérites de savoir. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ton WhatsApp, le groupe familial. J'ai ouvert l'application, j'ai fait défiler jusqu'à un dîner de la famille Fairbank, le groupe que ma mère avait créé 3 ans plus tôt pour coordonner les fêtes. Je n'y étais plus. Rachel, je ne suis plus. Je sais, ils t'ont supprimé. Ta mère a demandé à Victoria de le faire la semaine dernière, mais elle ne l'a fait que ce soir. La voix de Rachel s'est brisée. Ingrid, je suis tellement désolé. J'ai fait des captures d'écran de tout, je te les envoie maintenant. Mon téléphone a vibré. Une image, puis une autre. J'ai fixé l'écran, les mots de ma mère figés dans l'encre numérique, et quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Pourquoi tu me dis ça, ai-je chuchoté. Parce que tu es ma famille, a dit Rachel, même s'ils ont décidé que tu n'étais pas la leur. J'ai enregistré ces captures d'écran dans un dossier intitulé Preuve. Je ne savais pas alors que j'en aurais besoin, je savais juste que je ne pouvais pas laisser ces mots disparaître. J'ai lu cette capture d'écran 47 fois cette nuit-là. Pas parce que je ne comprenais pas les mots, je les comprenais parfaitement. Je les lisais encore et encore, car une partie de moi cherchait une faille, une phrase qui pourrait signifier autre chose, un contexte qui pourrait adoucir le coup. Il n'y en avait pas. Le message venait de ma mère, posté dans le groupe familial à 20h03, rappel. Dîner de la fête des mères au Jefferson, à 19h précise. Tous mes enfants seront là. Tous mes enfants qui ont réussi. Ingrid a choisi d'être une simple enseignante, je ne la considère plus comme ma fille. S'il vous plaît, ne mentionnez pas son nom demain. En dessous, Victoria avait répondu avec un emoji cœur. Juste un cœur. Pas de protestation. Pas d'hésitation. La réponse de Bradley fut, compris, maman. 2 mots. C'est tout ce que je valais pour mon frère. 2 mots et une soumission totale. Je me suis assise sur le bord de mon lit, dans mon petit studio, le téléphone serré entre les mains, et je n'ai pas pleuré. J'en avais envie,
Mon Dieu, je voulais m'effondrer, hurler dans un oreiller, appeler ma mère et exiger une explication. Mais qu'est-ce que cela changerait? Elle avait pris sa décision. Elle l'avait annoncé à la famille comme un communiqué de presse. Ingrid ne fait plus partie des nôtres, et tout le monde était d'accord. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, à fixer ces messages, à noter les horodatage, remarquant que pas une seule personne, pas mon père, pas ma tante, pas qui que ce soit, n'avait protesté. Rachel était la seule à avoir pensé à m'avertir. Au lever du soleil, j'avais pris ma propre décision, si ma mère me voulait hors de sa vie, je partirais complètement, selon mes propres termes. Mais je n'oublierai pas, et je ne supprimerai pas ces captures d'écran. Certains reçus se gardent pour toujours. Le matin de la fête des mères, je me suis réveillé dans le silence. Pas d'appel, pas de SMS, pas de « tu nous manques » maladroit de la part de Victoria. Rien. Pour la première fois en 30 ans, je n'ai pas envoyé de fleurs à ma mère. Je n'ai pas appelé pour lui souhaiter une bonne fête. Je n'ai pas fait 150 km pour m'asseoir à une table de coin, pendant qu'elle faisait semblant que je n'existais pas. Je me suis fait du café. J'ai corrigé des copies. Je suis allé me promener le long du ruisseau, derrière mon complexe d'appartements, et j'ai regardé l'eau attraper la lumière du matin. Et j'ai réfléchi à mes options. Je pourrais l'appeler, la confronter, exiger de savoir pourquoi elle avait dit ces choses, pourquoi elle m'avait coupé, pourquoi être enseignante me rendait indigne de son amour. Je pourrais publier sa capture d'écran en ligne, laisser le monde voir quel genre de mère élève un médecin, un avocat, et une fille qu'elle jette aux ordures. Je pourrais me présenter au Jefferson sans être invité, faire une scène, les forcer à reconnaître mon existence. Mais qu'est-ce que tout cela accomplirait? Ma mère avait fait son choix. Elle avait choisi le statut social plutôt que son propre enfant. Elle avait choisi l'opinion des femmes d'un country club plutôt que la fille qu'il avait aimée pendant 3 décennies. Si elle voulait que je disparaisse, je lui donnerais exactement ce qu'elle demandait. Mais pas parce qu'elle l'exigeait. Parce que je le choisissais. J'ai bloqué son numéro cet après-midi-là, puis celui de Victoria, puis celui de Bradley. J'ai supprimé Instagram, pour ne pas avoir à voir leurs photos de famille parfaitement mises en scène. Je ne savais pas alors que mon silence durerait 4 ans. Je ne savais pas que ces 4 années changeraient tout. Tout ce que je savais, dans ce moment de calme, c'était ceci: je ne supplierais pas d'être aimé par des gens qui me voyaient comme une tache sur leur réputation. Le monde a continué de tourner, et la famille Fairbank a continué de prétendre que je n'en avais jamais fait partie. 6 mois après cette fête des mères, Rachel m'a appelé pour me donner des nouvelles que je n'avais pas demandées. Les photos de Thanksgiving sont en ligne, a-t-elle dit doucement. Victoria les a postées il y a 1 heure. Je me suis promis de ne pas regarder. J'ai tenu 3 heures. L'image montrait ma mère en bout de table, flanquée de Victoria et de Bradley. Leurs conjoints étaient parfaitement disposés derrière eux. Le cristal accrochait la lumière. Une énorme dinde trônait au centre. La légende disait, reconnaissante pour ma famille incroyable. Maman, tu nous as bien élevés. 3 personnes, pas 4. Ma chaise n'était même pas vide. Il s'était simplement réorganisé, comme si la table avait toujours été dressée pour 6 au lieu de 8. À Noël, j'avais arrêté de me torturer avec les réseaux sociaux, mais Rachel m'appelait toujours. Ta mère dit à tout le monde que tu fais du bénévolat en Afrique, a-t-elle dit. Une sorte d'ONG pour l'éducation. Très prestigieux. Tu ne peux pas rentrer à la maison, parce que tu changes des vies à l'étranger. J'ai ri, de ce rire amer qui vous écorche la gorge. Elle ment pour cacher le fait qu'elle m'a renié. Elle ment pour que personne ne pose de questions, pour ne pas avoir à admettre qu'elle a mis sa propre fille à la porte, parce qu'elle est enseignante. Rachel a marqué une pause. Ingrid, elle a dit à Madame Patterson, au club, que tu avais été nommée pour un prix international de l'enseignement au Kenya. Je n'avais pas quitté la Virginie depuis 3 ans. C'est là que j'ai compris que ma mère ne me détestait pas. Elle détestait ce que mon existence disait d'elle. Alors, elle avait inventé une version de moi dont elle pouvait se vanter. Un héros humanitaire, opportunément injoignable. La vraie moi, celle qui enseignait en CM1 à 150 km de là, j'étais déjà un fantôme. J'ai rencontré Marcus Webb un mardi d'octobre, entouré de citrouilles et d'enfants de 9 ans qui gloussaient. Sa ferme, Webb Family Organic, était une légende locale.
20 hectares de collines vallonnées, de légumes anciens, un petit verger où les familles venaient chaque automne cueillir des pommes, et prendre des photos devant la Grange Rouge. J'avais emmené ma classe en voyage scolaire, pour en apprendre davantage sur l'agriculture durable. Marcus attendait près du tracteur quand notre bus est arrivé. Grand, les épaules larges, avec des yeux bienveillants et de la terre incrustée sous les ongles. Il m'a serré la main et a dit « Vous devez être mademoiselle Fairbank. Ma fille n'a pas arrêté de parler de vous. » Sa fille était Lily, 5 ans, des boucles dorées et un sourire à faire fondre les glaciers. Elle était dans la classe de maternelle de ma collègue, mais je lui donnais des cours particuliers 2 fois par semaine, après que sa mère soit décédée d'un cancer l'année précédente. Lily est une enfant incroyable, lui ai-je dit. Vive d'esprit, curieuse de tout. Quelque chose a changé dans son regard. De la gratitude, peut-être, ou la reconnaissance d'une âme sœur. Elle dit que vous êtes son enseignante préférée de toute l'école, même si vous n'êtes pas techniquement sa maîtresse, a-t-il souri. Ce voyage scolaire s'est transformé en un appel téléphonique. L'appel s'est transformé en café. Le café s'est transformé en pique-nique sous le vieux chêne sur sa propriété, où Marcus m'a interrogé sur ma famille, et où je lui ai dit la vérité. Je n'en ai pas, ai-je dit, ou alors ils ont décidé qu'ils n'en avaient plus pour moi. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas insisté. Il m'a juste tendu une part de tarte aux pommes, que la mère de sa défunte épouse lui avait appris à faire, et a dit, la famille, ce n'est pas toujours le sang. Parfois, ce sont les gens qui se présentent quand tous les autres s'en vont. Ce fut le moment où j'ai commencé à le croire. 2 ans ont passé, comme les pages d'un livre que j'écrivais enfin pour moi-même. En 2022, Marcus et moi nous sommes mariés. Pas dans un country club, pas avec 300 invités et un gâteau à 12 étages. Nous avons échangé nos vœux sous le chêne où nous avions eu notre première vraie conversation, avec Lily comme demoiselle d'honneur, et une poignée d'amis qui étaient devenus notre famille. J'ai officiellement adopté Lily cette même année. Le jour où les papiers ont été validés, elle m'a tendu un dessin au crayon de couleur, représentant 3 personnages se tenant la main sous un soleil jaune. En bas, en lettres tremblantes d'enfant de maternelle, elle avait écrit « Ma maman, mon papa, moi ». Je garde ce dessin dans mon bureau. Certains jours, quand le monde semble lourd, je le sors juste pour me rappeler ce qui compte vraiment. J'ai terminé mon master en leadership éducatif grâce à des cours du soir et des sessions d'été, tapant des mémoires à 23 heures après que Lily se soit endormie, étudiant pendant mes pauses déjeuner, déterminé à prouver que l'ambition ne nécessite pas d'abandonner les élèves que j'aime. Quand un poste de directrice adjointe s'est libéré à l'école Maple Creek, j'ai postulé. Le jury d'entretien était composé de 3 membres du conseil scolaire, dont Marcus, qui s'est récusé du vote. J'ai eu le poste quand même. Pendant tout ce temps, je suis resté invisible. Pas de réseaux sociaux, pas de communiqué de presse, pas d'annonce fière à la famille qui m'avait effacé. Quelque part à Richmond, ma mère disait toujours aux gens que je sauvais des enfants en Afrique. Quelque part à DC, Bradley prétendait toujours qu'il n'avait jamais eu de seconde sœur. Quelque part en ligne, Victoria postait des photos de dîners de famille, à des tables qui n'auraient jamais de place pour moi. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais devenu, et je n'étais pas prête à leur dire. Pas encore. L'appel téléphonique est arrivé un jeudi après-midi, en mars 2024. Madame Fairbank Webb ? La voix était formelle, précise. Ici Diana Morrison, du département de l'éducation de Virginie. Le conseil a examiné votre candidature, et j'ai le plaisir de vous informer que vous avez été choisie comme nouvelle surintendante des écoles pour le comté de Clark. Je me suis assise sur le bord de mon bureau, mes jambes soudainement incertaines. Surintendante. Le poste auquel j'avais postulé sur un coup de tête, sans jamais croire que je serais réellement retenu. Superviser 12 écoles, 4000 élèves, 200 enseignants. Vous en êtes certaine, ai-je réussi à articuler. Votre parcours parle de lui-même. Les taux d'alphabétisation ont augmenté de 18% en 3 ans. La rétention des enseignants est la plus élevée de la région. Le programme de mentorat que vous avez développé est en cours d'adoption à l'échelle de l'État. Une pause. Le docteur Hart vous a spécifiquement recommandé. Elle a dit que vous étiez la meilleure éducatrice avec laquelle elle ait jamais travaillé. Eleanor Hart, mon mentor de ma première année d'enseignement, aujourd'hui commissaire d'État à l'éducation. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. L'annonce est parue dans les journaux locaux 2 semaines plus tard.
Une enseignante locale devient surintendante. Un petit titre dans le Shenandoah Valley Voice, accompagné de ma photo provenant du site web du district scolaire. Je ne pensais pas que quelqu'un dans ma famille le verrait. J'avais tort. Rachel m'a appelé ce soir-là, essoufflé. Ingrid, ta sœur vient de poster cet article dans le groupe de discussion de la famille avec la légende, n'est-ce pas notre Ingrid? Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que ma mère a dit? Rien. Elle n'a pas répondu. Mais... Rachel a hésité. J'étais chez tante Patricia quand c'est arrivé. Ta mère a appelé Victoria immédiatement. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Ingrid, elle était furieuse. Furieuse que tu aies eu le poste. Furieuse de ne pas avoir été au courant. Furieuse d'avoir dit à tout le monde que tu étais en Afrique, alors qu'il y a maintenant la preuve que tu étais ici tout ce temps. L'email est arrivé 3 jours plus tard. L'objet disait, de la part de ta mère. J'ai failli le supprimer sans le lire. Presque. Ma très chère Ingrid, comment sait-il? J'ai vu la merveilleuse nouvelle concernant ta promotion. J'ai toujours su que tu en étais capable. Nous devrions nous voir pour déjeuner bientôt. J'aimerais beaucoup entendre parler de tout ce que tu as accompli. La fête des mères approche. Cela signifierait beaucoup de réunir à nouveau toute la famille. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance des 4 années de silence. Aucune mention du message WhatsApp qui m'avait brisé. Juste une invitation, comme si de rien n'était. Comme si j'avais simplement été absente pour un long voyage, et que j'étais maintenant la bienvenue pour revenir. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Ingrid, c'est Victoria. Sa voix était mielleuse, chaleureuse, un ton que je n'avais pas entendu depuis que nous étions enfants. Je sais que ça fait un moment, mais je voulais te contacter personnellement. Maman ne s'est pas sentie bien, et elle a posé des questions sur toi. Elle veut vraiment te voir. Qu'est-ce qu'elle a? Juste du stress. Tu sais comment elle est, mais tu lui manques, Ingrid. Tu nous manques à tous. J'ai appelé Rachel ce soir-là. Est-ce que ma mère est malade? Rachel a ricané. Elle était au spa hier. Elle a posté un selfie dans le hammam à l'eucalyptus. Un silence. Ingrid. Ils ne te contactent pas parce que tu leur manques. Ils te contactent parce que tu as fait la une des journaux. Je le savais déjà, mais entendre Rachel le confirmer a ancré cette vérité dans mes os. Je souhaite pouvoir vous dire que j'ai été forte chaque jour, que je n'ai jamais vacillé, jamais douté, jamais passé de nuit blanche à 3 heures du matin en me demandant si j'étais la méchante de ma propre histoire. Mais ce ne serait pas la vérité. Les doutes se sont glissés lentement après cet appel de Victoria. Au travail, mes collègues continuaient de me féliciter. L'annonce de ma nomination s'était propagée comme une traînée de poudre. Tout le monde voulait me serrer la main, m'interroger sur mes projets, partager leur fierté. Et puis sont venues les questions que je redoutais, « Tes parents doivent être aux anges », m'a dit ma directrice adjointe un matin, rayonnante. Je parie que ta mère s'en vante auprès de tout le monde à l'église. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai changé de sujet. Ce soir-là, j'étais assise à la table de la cuisine pendant que Marcus faisait la vaisselle, et que Lily faisait ses devoirs au comptoir. Le silence semblait plus lourd que d'habitude. « Tu es ailleurs ?» a dit Marcus sans se retourner. « Parle-moi. » C'est juste. Victoria a appelé. Elle a dit que maman posait des questions sur moi, qu'elle s'ennuyait de moi. J'ai levé les yeux vers lui. Et si j'avais tort, Marcus? Et si j'avais été trop dur? C'est toujours ma mère. Peut-être que j'aurais dû. Du quoi? Il a essuyé ses mains, s'est tourné vers moi. La rappeler? Aller dîner avec eux? Prétendre que les 4 dernières années n'ont pas existé? Je ne sais pas. Ma voix a craqué. Je n'arrête pas de penser que tout le monde pardonne à sa famille, n'est-ce pas? C'est ce qu'on est censé faire. Et si c'était moi la mauvaise personne ici? Marcus n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il est allé dans le bureau, a disparu un moment, et est revenu avec son ordinateur portable. Je veux te montrer quelque chose, a-t-il dit, quelque chose que je gardais pour un moment exactement comme celui-ci.
Marcus a posé l'ordinateur sur la table et a ouvert un dossier intitulé Ingrid. Ne pas supprimer. À l'intérieur se trouvaient des fichiers dont j'avais presque oublié l'existence. Le premier, une capture d'écran du message WhatsApp de ma mère, celui que Rachel m'avait envoyé il y a 4 ans. L'horodatage brillait dans le coin, 9 mai 2020, 20h03. Les mots n'avaient pas changé, je ne la considère plus comme ma fille. Le deuxième, l'email de ma mère d'il y a 2 semaines. Ma très chère Ingrid, sans excuse, sans reconnaissance. Le troisième, une photo de l'Instagram de Victoria, Thanksgiving 2020. Le portrait de famille avec l'espace vide où j'aurais dû être. La légende, maman, tu nous as bien élevés. J'ai tout sauvegardé, a dit Marcus doucement. Chaque message que Rachel a transféré, chaque photo qui est apparue en ligne. J'ai tout copié sur le cloud avec les dates et les métadonnées, parce que je savais que ce jour viendrait. Il s'est assis en face de moi. Je savais qu'il y aurait un moment où tu oublierais pourquoi tu es parti, où tu commencerais à te demander si c'est toi qui avais échoué. J'ai fixé l'écran, l'épreuve de mon propre effacement, et j'ai senti quelque chose basculer en moi. Tu n'as pas échoué, a continué Marcus. Tu as survécu. Tu as construit une vie. Tu es devenu quelqu'un. Non pas grâce à eux, mais sans eux. Il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Tu ne dois pas le pardon à des gens qui ne l'ont jamais demandé. Tu ne dois la vérité qu'à toi-même. J'ai fermé l'ordinateur lentement. Rachel t'a envoyé autre chose, ai-je dit. C'est quoi? Marcus a hésité. Tu es sûr de vouloir voir? J'ai hoché la tête. Il a affiché une dernière capture d'écran. Un nouveau message du groupe familial, daté d'hier seulement. Et quand je l'ai lu, tout est devenu clair. Le message de ma mère brillait sur l'écran, merveilleuse nouvelle. Ingrid va être honorée lors de la cérémonie de l'enseignant de l'année de l'État le mois prochain. Ce sera télévisé. J'ai déjà confirmé notre présence. Nous arriverons tôt, nous nous assoirons dans la section réservée aux familles, et nous la rejoindrons sur scène pour les photos. Victoria, porte ta Valentino rouge. Bradley, amène Caroline. C'est l'occasion de montrer à tout le monde que la famille Fairbank reste unie. La réponse de Victoria, j'ai déjà choisi ma robe. Dois-je apporter des fleurs? Bradley, je vais libérer mon emploi du temps. Bon coup de com'. Pas une seule personne n'avait demandé si je voulais qu'il soit là. Pas un seul message ne mentionnait de réconciliation, d'excuses, ou même une simple conversation privée avant de se présenter au plus grand moment de ma carrière. Il prévoit de saboter ta cérémonie, a dit Marcus, sa voix tendue par une colère contenue. Entrer comme si de rien n'était. Poser pour les caméras. S'attribuer le mérite. J'ai lu les messages à nouveau, plus lentement cette fois. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête, c'est l'occasion. Pas ma fille me manque. Pas j'ai eu tort. Une occasion de réparer sa réputation, de reprendre le contrôle du récit, de se tenir à mes côtés dans mon moment de triomphe et de prétendre qu'elle avait toujours été là. Ils ne veulent pas que je revienne, ai-je dit, la réalisation s'installant, froide et finale, dans ma poitrine. Ils veulent la version de moi qu'ils peuvent exhiber. Marcus a hoché la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé la capture d'écran une dernière fois. L'orchestration minutieuse de ma mère, la soumission empressée de mes frères et sœurs, l'absence totale de tout ce qui pourrait ressembler à du remords. Je vais les laisser venir, ai-je dit doucement. Et ensuite, je vais dire la vérité. Nous nous sommes réunis autour de la table de la cuisine ce soir-là, Marcus, Rachel en appel vidéo et moi, comme des généraux planifiant une campagne. Tu pourrais leur retirer l'invitation, a suggéré Rachel. Appeler la sécurité, les faire expulser s'ils essaient d'entrer. Alors c'est moi la méchante, ai-je dit. La fille ingrate qui interdit à sa propre mère d'assister à sa remise de prix. C'est l'histoire qu'ils raconteront à tout le monde. Alors quelle est l'alternative, a demandé Marcus. Les laisser entrer comme des fleurs et prétendre qu'ils t'ont soutenu tout ce temps. J'y réfléchissais depuis des heures. J'analysais les scénarios, je pesais les options. Non, ai-je dit enfin. Je les laisse venir. Je ne fais pas de scène avant. Je ne les préviens pas, je ne les affronte pas. J'ai pris une inspiration. Et puis, quand je ferai mon discours d'acceptation devant 500 éducateurs,
les caméras de télévision et le gouverneur de Virginie, je remercierai ma famille. Le visage de Rachel sur l'écran s'est figé. Ingrid? Je remercierai ma famille, ai-je répété. Mon mari Marcus, qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Ma fille Lily, qui m'a appris ce qu'est l'amour inconditionnel. Et c'est tout. C'est toute la liste. Un silence a flotté dans l'air. Tu ne vas pas du tout les mentionner, a demandé Marcus lentement. Pourquoi le ferais-je? Ils ne sont pas ma famille. Ils l'ont dit clairement il y a 4 ans. J'ai affiché la capture d'écran du message WhatsApp de ma mère sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin de les dénoncer publiquement. Je n'ai pas besoin de lire ça à haute voix. J'ai juste besoin de ne pas les inclure. L'absence parlera d'elle-même. Et si ta mère essaie de monter sur scène malgré tout, a demandé Rachel. J'ai souri, mon premier vrai sourire depuis des jours. Alors je lui rappellerai très poliment que je ne fais qu'honorer les limites qu'elle a fixées. Elle a dit que je n'étais plus sa fille. Je ne fais que la croire sur parole. Le docteur Eleanor Hart m'a appelé 3 jours avant la cérémonie. Ingrid, nous devons parler. Sa voix portait cette autorité sans fioriture que je lui connaissais depuis ma première année d'enseignement. Quelque chose est arrivé. Je me suis préparé au pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a contacté le coordinateur de la cérémonie la semaine dernière. Une femme nommée Margaret Fairbank, qui a dit être ta mère. Eleanor a marqué une pause. Elle a demandé à s'exprimer pendant la partie du programme réservée aux remarques de la famille. Elle voulait dire quelques mots sur la façon dont elle t'a élevé. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Elle a fait quoi? Le coordinateur m'a transmis la demande, puisque c'est moi qui fais le discours d'introduction. J'ai refusé. Une autre pause, plus lourde cette fois. Ingrid, je ne connais pas toute l'histoire de ta situation familiale. Tu ne m'en as jamais parlé et je n'ai jamais demandé, mais je te connais. Je t'ai vu travailler pendant 15 ans, et je sais que si tu avais voulu que ta mère soit impliquée, tu l'aurais mentionné toi-même. J'ai expiré lentement. Merci, Eleanor. C'est moi qui t'introduis sur cette scène, a-t-elle continué. Et je vais parler de tes réussites, de ton dévouement, de tes 15 années passées à changer la vie des enfants. Pas de ton nom de famille, pas de qui t'a élevé, juste de ce que tu as construit de tes propres mains. Sa voix s'est adoucie. Tu as mérité cela, Ingrid. Personne n'a le droit de réécrire cette histoire, sauf toi. Quand j'ai raccroché, Marcus m'observait depuis le pas de la porte. Ta mère a essayé de monter sur scène. Eleanor l'a bloqué. Il a secoué la tête lentement, non pas d'incrédulité, mais en confirmation de tout ce qu'il savait déjà sur la femme qui m'avait rejeté. Elle pense vraiment qu'elle peut juste revenir comme ça, a-t-il dit. Elle pense qu'elle le mérite, ai-je répondu. C'est là toute la différence. La veille de la cérémonie, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes vierge, une tasse de thé à la camomille et le poids de ces 4 années pesant sur ma poitrine. Lily s'était couchée 1 heure plus tôt. Marcus était au salon, me laissant l'espace nécessaire pour écrire. Il comprenait que certains mots devaient être trouvés seuls. J'ai fixé la page blanche. Je voudrais remercier. Mon stylo a hésité. Qui devais-je remercier? Mes collègues, évidemment. Le docteur Hart, les membres du conseil qui avaient cru en moi. Les élèves qui avaient fait en sorte que chaque matinée matinale et chaque nuit tardive en valent la peine. Et ensuite? J'ai pensé à ma mère, à cette femme qui organisait des déjeuners au country club tout en disant à ses amis que je sauvais des enfants en Afrique, qui m'avait effacé des photos de famille comme on gomme une imperfection, et qui, à cet instant précis, était probablement en train de préparer sa tenue, de pratiquer son sourire de mère fière, de répéter le discours qu'Eleanor lui avait déjà refusé. J'ai commencé à écrire, je tiens à remercier ma famille, la famille que j'ai choisie et la famille qui m'a choisi en retour. Mon mari Marcus, qui m'a vu quand j'étais invisible. Ma fille Lily, qui m'a appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais quelque chose que l'on donne librement. J'ai posé le stylo. C'était suffisant. C'était tout. Aucune mention du nom Fairbank. Aucune reconnaissance envers les personnes qui avaient annoncé mon exil dans une discussion de groupe. Juste la vérité. La famille présente dans mon discours était la famille qui s'était réellement manifestée.
Le Capitole de l'État de Virginie n'avait jamais semblé aussi imposant. J'avais vu des photos du bâtiment toute ma vie, mais en me tenant à l'entrée dans ma robe bleu marine, Marcus à mon bras et Lily tenant ma main, j'ai eu l'impression d'entrer dans l'histoire. La cérémonie se déroulait dans la chambre des délégués. 500 chaises disposées en rangées précises, chacune occupée par des éducateurs venus de tous les coins de l'État. 3 équipes de journalistes étaient présentes, dont un flux en direct sur le site du département de l'éducation. Je me suis inscrite à la table d'enregistrement. Une bénévole m'a tendu mon badge, Ingrid Fairbank-Webb, enseignante de l'année 2024 de l'État de Virginie. Félicitations, a-t-elle dit chaleureusement. Votre famille doit être si fière. J'ai souri. Ils le sont. Nous avons pris nos places au premier rang, réservées aux lauréats et à leurs familles proches. Lily était assise entre Marcus et moi, ses jambes se balançant sous sa chaise. Maman, a-t-elle chuchoté en tirant sur ma manche, c'est ton nom là-haut? J'ai levé les yeux. Une immense bannière traversait la scène, enseignante de l'année de l'État de Virginie 2024, Ingrid Fairbank-Webb. Mon nom, écrit en lettres géantes, impossible à ignorer. J'ai serré la main de Lily. Oui, chérie. C'est mon nom. Derrière moi, j'ai senti des regards peser sur mon dos. Cette sensation de picotement d'être observé. Je ne me suis pas retourné. Je savais déjà qui était assis au deuxième rang, non invité et imperturbable, attendant un projecteur qui ne brillerait jamais sur eux. Je les ai entendus avant de les voir. Excusez-moi, c'est ma fille là-haut. Oui, la lauréate. Je dois être dans la section réservée aux familles. La voix de ma mère résonnait dans la salle avec une autorité exercée. Le même ton qu'elle utilisait pour commander les serveurs, ou pour faire taire les invités lors de ses dîners. Je gardais les yeux fixés devant moi. Respire. Respire, tout simplement. Du coin de l'œil, je les ai vus arriver comme une délégation. Ma mère en Chanel crème, des perles à son cou. Victoria dans cette robe Valentino rouge qu'elle avait mentionnée, taille cintrée, décolleté spectaculaire, prête pour les caméras. Bradley en Tom Ford gris anthracite, sa femme Caroline le suivant en Oscar de la Renta. Ils se sont installés dans le deuxième rang, directement derrière nous. Et j'ai entendu ma mère chuchoter à la femme à côté d'elle, « Je suis Margaret Fairbank, la mère d'Ingrid. J'ai élevé cette fille depuis sa naissance. Tout ce qu'elle est, elle me le doit. » La femme a hoché la tête poliment. Victoria s'est penchée en avant, assez près pour que je puisse sentir son parfum. « Ingrid, tu as l'air en forme. » Je ne me suis pas retourné, je ne l'ai pas reconnue. Une main a touché mon épaule. « Tu ne vas pas dire bonjour à ta famille. » La voix de Bradley, décontractée, pleine de morgue. J'ai tourné la tête juste un peu, pas assez pour leur faire face, juste assez pour être entendu, ma famille est assise juste à côté de moi. Puis je me suis retourné vers la scène, la petite main de Lily chaude dans la mienne. Le docteur Eleanor Hart s'est avancé vers le podium. En 15 ans de travail dans le système éducatif de Virginie, j'ai eu le privilège de rencontrer des milliers d'enseignants extraordinaires. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de l'un d'entre eux, qui se distingue. J'ai senti ma mère bouger sur son siège derrière moi, ajustant ses perles, préparant son expression de fierté pour les caméras. Ingrid Fairbank-Webb a commencé sa carrière dans une école primaire rurale avec 23 élèves, des ressources limitées et une détermination sans faille. La voix d'Eleanor était stable et chaleureuse. Ingrid ne vient pas d'un milieu qui a rendu son chemin facile. Elle n'a pas eu de relation ou de privilège remis sur un plateau d'argent. Elle a mis une légère emphase sur ses mots. Était-ce mon imagination? Elle a tout construit elle-même. Son master tout en enseignant à plein temps. Son programme de mentorat. Sa famille, mon souffle s'est coupé, que j'ai l'honneur de présenter maintenant, son mari Marcus, et sa fille Lily. Qui m'a dit en coulisses que sa maman est la meilleure enseignante du monde entier. La caméra a pivoté vers Marcus et Lily, pas vers ma mère, pas vers Victoria dans sa robe rouge, mais vers la famille qui comptait. Derrière moi, j'ai entendu une inspiration brusque, le craquement d'une chaise alors que quelqu'un agrippait la coudoir trop fort. Eleanor a souri, « Veuillez accueillir votre enseignante de l'année 2024 de l'État de Virginie, Ingrid Fairbank-Webb. » Je suis monté au podium sur des jambes qui me semblaient plus solides que prévu. 500 visages me regardaient. « Merci, Dr Hart », ai-je commencé.
Et merci à tous ceux qui ont rendu cette journée possible. J'ai regardé l'auditoire, le véritable auditoire, des enseignants qui passaient leur week-end à corriger des copies, des directeurs qui restaient tard pour conseiller des élèves en difficulté. Quand j'ai commencé à enseigner il y a 15 ans, je ne savais pas si je tiendrais un semestre. Les heures étaient longues, le salaire était modeste, et certaines personnes, j'ai marqué une pause, choisissant mes mots avec soin, ont douté que ce soit une voie qui en valait la peine. Un silence intense s'est installé. Mais voici ce que j'ai appris. Enseigner, ce n'est pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est être présent pour les enfants qui ont besoin de vous, même quand personne d'autre ne l'est, surtout quand personne d'autre ne l'est. J'ai pris une respiration. Ce qui m'amène à mes remerciements. À mes collègues. Au docteur Hart. Je me suis tourné vers le premier rang. Et à ma famille, j'ai souri à Marcus et à Lily, mon mari Marcus, qui a cru en moi quand j'avais cessé de croire en moi-même. Ma fille Lily, qui me rappelle chaque jour ce qu'est l'amour inconditionnel. J'ai arrêté là. C'était toute la liste. Derrière moi, quelqu'un au deuxième rang s'est levé. Ingrid. La voix de ma mère. Je ne me suis pas retourné. Ingrid, ma chérie. Tu n'as sûrement pas oublié ta propre mère. La voix de Margaret a résonné dans la salle, son ton oscillant entre la blessure et le commandement. C'était le genre de voix conçue pour forcer tout le monde dans la salle à sympathiser avec elle, la mère négligée oubliée par son enfant ingrat. J'ai entendu un mouvement derrière moi, le cliquetis de talons contre le marbre. Elle marchait vers la scène. 500 têtes se sont tournées, les caméras ont pivoté. Ma mère a atteint le bas des marches de la scène, son Chanel crème accrochant la lumière. J'aimerais juste dire quelques mots sur ma fille, sur la fierté que je ressens pour tout ce qu'elle a. Madame Fairbank. Ma voix est sortie calme, basse, amplifiée par le micro du podium pour que tout le monde puisse l'entendre. Elle s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase, un pied sur la première marche. Merci d'être venu, ai-je dit, en rencontrant son regard pour la première fois en 4 ans. Mais la partie de mon discours consacrée à la famille est terminée. Son sourire a vacillé juste une seconde. Ingrid, je suis ta mère. Vous avez dit que vous ne me considériez plus comme votre fille. Les mots sont tombés comme des pierres dans un étang calme. Il y a 4 ans, dans un message de groupe, vous avez dit que j'avais choisi d'être une simple enseignante et que je ne faisais plus partie de votre famille. Des exclamations ont parcouru l'auditoire. Un murmure de voix s'est élevé. J'ai simplement honoré votre décision, ai-je continué uniformément. La famille que je remercie aujourd'hui est la famille qui est restée à mes côtés. La famille qui n'a pas exigé que je prouve ma valeur par un titre de poste ou un salaire. Un agent de sécurité s'est approché de Margaret, l'invitant gentiment à regagner son siège. Elle est restée figée. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'avait rien à dire. Le silence a duré exactement 4 secondes. Puis, du milieu de la salle, une femme s'est levée. Cheveux gris, la soixantaine, elle portait un simple gilet. Elle a commencé à applaudir, lentement, délibérément. Une autre personne s'est levée, puis 5, puis 20. Les applaudissements ont monté comme une vague, jusqu'à ce que chaque éducateur de cette salle soit debout. 500 personnes me donnaient quelque chose que ma propre mère n'avait jamais su m'offrir, une validation sans condition. Ma mère est retournée à son siège d'un pas raide, mécanique, sa posture parfaite s'effondrant à chaque pas. J'ai capté des bribes de conversation, vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Sa propre mère l'a reniée parce qu'elle était enseignante. C'est dégoûtant. L'histoire se propageait comme un feu de forêt. Chaque murmure était un nouveau clou dans le cercueil de la réputation si soigneusement construite par ma mère. Ils m'ont coincé dans le couloir à la sortie de la salle. Je venais de finir de prendre des photos avec le gouverneur quand je les ai vus approcher. Ma mère, flanquée de Victoria et Bradley. Ingrid. La voix de ma mère était basse maintenant, dépouillée de son côté théâtral. Nous devons parler en privé. J'ai gardé un ton agréable et professionnel, si vous avez quelque chose à dire, Madame Fairbank, vous pouvez le dire ici. Ses yeux ont glissé vers les gens autour de nous. Tu m'as humilié devant tout le monde, à la télévision. J'ai énoncé un fait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré la capture d'écran que je gardais depuis 4 ans. C'est le message que vous avez envoyé le 9 mai 2020. Vos mots, votre décision.
Je l'ai simplement respecté. Ma mère est devenue livide. C'était. J'étais contrarié. Tu sais comment les choses sont sorties de leur contexte. Le contexte? Je lui ai montré l'horodatage, l'emoji cœur de Victoria, le compris maman de Bradley. C'était un message de groupe disant à tout le monde dans notre famille de prétendre que je n'existais pas. Il n'y a pas d'autre contexte. Bradley s'est avancé. Ingrid, sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant 30 ans. J'ai été raisonnable quand vous m'avez assise à la table des enfants. Raisonnable quand maman a oublié ma remise de diplôme. Je n'ai plus l'intention d'être raisonnable. Victoria a craqué en premier, c'est ridicule, a-t-elle sifflé, sa robe rouge semblant soudainement criarde. Nous sommes venus ici pour te soutenir. Vous êtes venu ici pour une opération de communication. J'ai lu vos messages, Victoria. Dois-je apporter des fleurs? Ce n'est pas du soutien, c'est de la mise en scène. Bradley a essayé sa voix d'avocat, calme et posée, Ingrid, réfléchit à cela d'un point de vue médiatique. La vidéo devient virale. On harcèle maman. Tu aggraves la situation pour tout le monde, pour le nom de la famille. Je n'ai plus ce nom depuis 2 ans. Je suis une web, maintenant. Et le truc avec les noms de famille, c'est qu'ils ne signifient quelque chose que si la famille derrière eux est réelle. J'ai fait face à ma mère une dernière fois. Elle semblait plus petite. Les 4 années de construction méticuleuse de sa réputation venaient d'être anéanties en 3 minutes sur une scène qu'elle n'avait jamais été invitée à partager. Madame Fairbank, ai-je dit assez bas pour qu'elle seule puisse entendre, il y a 4 ans, vous avez fait un choix. Vous avez choisi votre image plutôt que votre fille. Je pourrais vous haïr pour cela, mais j'ai réalisé que vous haïr signifierait que vous contrôlez encore ma vie. Et ce n'est plus le cas. Je ne fais pas cela pour vous punir, mais parce que j'ai enfin appris la différence entre le pardon et le respect de soi. Nous sommes sortis sans regarder derrière nous. Rachel m'a appelé 1 mois plus tard, ta mère a démissionné du comité social du country club. Les femmes lui posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Victoria a supprimé tous ses posts Instagram familiaux après que des gens lui aient demandé si elle était la sœur à l'emoji cœur. Bradley est resté silencieux. Ta mère voit un thérapeute, a ajouté Rachel. Elle dit qu'elle veut comprendre ce qui s'est mal passé. C'est bien pour elle, ai-je répondu en regardant par la fenêtre. Mais qu'elle change ne change pas ce qui s'est passé, et cela ne m'oblige pas à revenir. 6 mois plus tard, j'ai appris ce qu'est la vraie paix. Notre ferme n'était jamais silencieuse, entre Lily qui apprenait le piano, Marcus qui se chamaillait avec son tracteur et les poules qui donnaient leur avis sur tout. Mais sous ce bruit, il y avait une tranquillité profonde. Je savais enfin exactement où j'avais ma place. Je suis toujours surintendante, et chaque matin en entrant dans mon bureau, je vois le dessin de Lily, 3 personnages, un soleil jaune, ma maman, mon papa, moi. C'était mon rappel quotidien de ce à quoi ressemble le vrai succès. La lettre est arrivée un mardi d'octobre, 1 an après la cérémonie. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de cette calligraphie soignée dont ma mère était si fière. Je l'ai ouverte. C'était 2 pages sur son papier à lettres personnalisées, Ingrid, j'ai écrit cette lettre 47 fois. À chaque fois, j'ai essayé de justifier ce que j'ai fait. Mais la vérité est plus laide que n'importe quelle explication. J'avais peur. Peur de ce que les gens penseraient, peur que tes choix reflètent mes propres échecs. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne me suis pas encore pardonné moi-même. Je veux juste que tu saches que j'avais tort. Et je suis désolé pour chaque jour que tu as passé à croire que tu n'étais pas assez. Tu ne me dois rien, mais si tu veux parler un jour, je serai là. Ta mère, même si ce mot ne signifie plus pour toi ce qu'il devrait. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé dans le tiroir de la cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Marcus. Je ne sais pas encore. J'ai réalisé une chose importante, son rejet n'a jamais été à propos de ma valeur, mais à propos de ses propres blessures. Mais vous n'êtes pas responsable de guérir les gens qui vous ont blessé. Vous pouvez les comprendre sans les excuser. Les limites ne sont pas des murs construits par la colère, ce sont des portes dont vous gardez le contrôle. Je m'appelle Ingrid, et je sais enfin ce que signifie vraiment le mot famille.